Salut, on va parler de Bruno Retailleau, qui a été invité aujourd'hui au Grand Gueule, au GG, comme on dit. On va le mettre, ça dure 36 minutes. Je vais mettre l'intégrale, de toute façon. On va le mettre. Face aux grandes gueules. C'est à la fois le ministre de l'Intérieur, mais aussi le candidat à la présidence des LR que nous accueillons dans les grandes gueules. Bonjour, monsieur Retailleau. Bonjour, Olivier Truchot. Puisque dans 3 semaines, le samedi 17 mai précisément, 121 000 adhérents, les Républicains, vont devoir choisir leur nouveau président. On va y revenir, mais pour l'instant, j'ai envie d'interroger le ministre de l'Intérieur et de vous poser une question directe. Vous avez un problème avec l'islam ? Absolument pas. J'ai un problème avec l'islamisme. L'islamisme, c'est une doctrine idéologique qui défigure finalement la foi des fidèles qui respectent les principes de la République, et heureusement c'est la majorité, mais je combats l'islamisme, absolument. L'islamisme, c'est cette idéologie qui, en France, a fait, au cours des attentats qu'on a connus, bien sûr, depuis 15 ans, 274 victimes, et morts, donc, et plus de 800 blessés. Donc je crois qu'il faut être intraitable parce que l'islamisme réfute le modèle français, le modèle républicain, la laïcité. Il considère, l'islamisme, que le Coran est au-dessus de la loi de la République. Et moi, je ne laisserai rien passer. Mais je dis aussi à nos compatriotes donc français, musulmans, que je me bats pour que, puisque je suis ministre des cultes aussi, pour que le principe de laïcité soit respecté et qu'il y ait cette liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, et cette liberté de culte. Et j'entends que cette liberté soit préservée vis-à-vis notamment de ses compatriotes musulmans. Mais est-ce que le ministre des cultes peut dire « abat le voile » ? J'ai pas dit « abat le voile ». Vous voyez, vous caricaturez, Olivier Truchot. L'expression, d'abord, il y avait une explication avant, cela visait le voile dans les compétitions sportives fédérales, parce que je considère comme à l'école qu'il y a des lieux qui doivent être sanctuarisés, l'école de la République, mais aussi le sport, les compétitions. Je vous rappelle d'ailleurs que la charte de l'Olympisme, tout le monde ici en France a célébré les Jeux Olympiques comme un grand moment d'unité. Bien sûr. Sauf que certains voudraient introduire la politique, le prosélytisme religieux dans des compétitions sportives fédérales. Dans certains pays, les femmes peuvent être voilées et faire du sport. Eh ben oui. Dans certains pays, mais c'est pas la France. C'est pas la Et dans France. certains C'est pays, pas les notre femmes sont obligées République. de porter le voile aussi. Exactement. Oui. Et dans certains pays, comme en Ils Iran, se battent pour ne plus le celles porter. qui veulent se dévoiler sont massacrées. La France, voilà, et la charte de l'Olympisme, article 50, je voulais simplement le redire aux téléspectateurs, aux auditeurs, c'est on proscrit, on interdit le voile pour préserver justement ce moment de communion, voilà, et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'atteinte religieuse, politique. Il y a tellement, on a tellement de sujets de division, de fracturation. Le sport, quand même, on peut essayer de communier dans un même élan, voilà, Alors, c'est tout. justement, la présidente qui coordonne les associations musulmanes de Paris, que je crois que vous avez rencontré hier, était ce matin sur RMC. Écoutez ce qu'elle disait. Il nous a dit que les propos qu'il avait utilisés étaient maladroits, qu'il avait terminé son intervention brutalement, et nous l'avons sommé de systématiquement faire poursuivre en justice les propos d'insultes ou d'appels de haine contre les musulmans de la part de personnalités politiques, mais également médiatiques. Pour énormément de musulmans, ce meurtre, cet assassinat abject est la conséquence directe des discours anti-musulmans. Alors, c'est vrai que vous avez dit à cette rectrice que vos propos étaient maladroits ? Non, j'ai dit que ce sont des propos que j'ai tenus sur des tréteaux. Et évidemment, quand j'explique ce que je viens d'expliquer sur le sport et je termine à bas le voile, plutôt vive le sport et à bas le voile, je relie le sport et le voile. Voilà, donc ça peut être mal interprété, mais je n'y renie certainement pas le fond de mon propos, qui est de faire en sorte qu'on puisse sanctuariser l'école, qu'on puisse sanctuariser aussi ces compétitions. Mais est-ce qu'il faut interdire, sportives. par exemple, le voile à l'université ? Et pour les accompagnatrices de sortie scolaire à l'école. Oui, je le souhaite, voilà, je le souhaite. Parce que je vois bien que il y a un islamisme qui ne correspond pas du tout à la foi musulmane classique. Il y a un islamisme qui essaie, si j'ose dire, d'implanter son étendard, ses propres valeurs, qui sont pour moi les valeurs, par exemple, de l'infériorisation du statut de la femme
par rapport à l'homme, et il faut s'en méfier. Il faut être aussi prudent. Je le sens bien comme ministre de l'Intérieur et des Cultes, parce que je ne veux pas que, quand on dit cela, les compatriotes musulmans se sentent visés. Je pense, moi, qu'au contraire. C'est ce qu'il faut qu'on explique avec beaucoup de pédagogie, en disant que l'islamisme politique, en réalité, défigure la foi de ces fidèles musulmans, et qu'on a intérêt à séparer les choses. Mais est-ce que l'islamophobie, ça existe? Je n'utilise jamais, Olivier Truchot, ce terme d'islamophobie parce qu'il a été forgé par les frères musulmans pour éviter toute critique vis-à-vis d'une religion. Je préfère, et d'ailleurs c'est la pratique de mon ministère, le terme anti-musulman. Il n'y a pas de christianophobie, il n'y a pas de judéophobie. On parle d'antisémitisme, on parle d'anti-christianisme pour des actes particuliers. Salman Rushdie, d'ailleurs, qui sait de quoi il parle, il a perdu un œil, il a subi plusieurs tentatives d'assassinat. C'est lui qui a montré très très bien comment les frères musulmans avaient forgé ce terme d'islamophobie pour que on interdise toute critique sur la religion. Les religions toutes, que ce soit la religion chrétienne, juive ou l'islam, peuvent être sujettes à la critique. Nous sommes dans des démocraties. On peut même avoir peur des religions. En revanche, puisque si on prend la terminologie islamophobie, c'est peur de l'islam, c'est ça? Non, justement, oui, c'est trompeur. Vous avez raison de le souligner. C'est un terme forgé par les frères musulmans pour interdire toute critique. Mais François Bayrou utilise ce terme. Oui, peut-être, je ne l'utilise jamais parce que c'est un mot qui est piégé. Il faut utiliser, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la rectrice hier, je condamne, et à chaque fois qu'il y a des actes anti-musulmans, il y en a eu 173 en 2024, il y a eu plus de 1500 actes antisémites et à peu près 750 actes antichrétiens. Donc les cultes même, du reste, je les ai rencontrés hier, et ils ont une plateforme que le ministère va aider justement pour signaler, pour faire en sorte qu'on apporte plus de sécurité contre des actes anti-musulmans. Ils n'ont pas nommé cette l'ADAM, c'est acte anti-musulman. C'est pas un acte islamophobe. Bruno Poncet, Barbara Lefebvre, Charles Consigny, les grandes gueules. Bruno Poncet. Déjà, moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, j'entends que vous voulez pas utiliser islamophobie qui a été créée par un chercheur français au début du XXe siècle. C'est autre chose. Mais moi, je trouve que vous avez participé, depuis votre arrivée au ministère, à ce climat, quand même, mine de rien, parce que vous avez souvent un peu insisté sur certaines choses. Le voile, c'est toujours un de vos chevals de bataille. Sauf qu'aujourd'hui, réellement, vous pouvez quand même comprendre que découle de cette ambiance qu'on a quand même en France depuis quelques temps, découle après que un dégénéré aille dans une mosquée pour tuer un musulman qui est là. Donc on a quand même ce sujet. Et puis moi j'ai un autre sujet avec vous, c'est que moi je vous vois pas aujourd'hui comme le candidat de LR parce que ça je m'en fous, parce que je trouve que pour 115 000 personnes en France, ça concerne que 115 000 personnes. Et rappelez-vous quand même que Fillon, sa primaire c'était 4,7 millions. Donc aujourd'hui je pense que être président des LR, je suis pas sûr que ce soit un titre glorieux. Moi je vois le ministre de l'Intérieur en face de moi et moi j'ai un vrai sujet avec ça. Je me dis que depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez dit beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup d'énergie à dire des choses, mais on tue dans un gamin de 15 ans peut tuer un chauffeur de VTC, on tue dans les lycées, on tue dans les mosquées. Aujourd'hui, je suis pas sûr que la France soit plus sûre qu'avant que vous soyez arrivé. Vous avez dit beaucoup de choses, mais les actes aujourd'hui prouvent qu'il n'y a rien qui a été fait. Alors, Bruno Retailleau. Alors, d'abord, il y a des choses qui ont été faites. On vient de voter cette semaine la loi narcotrafic. La loi narcotrafic, franchement, ça va être un autre monde. On va avoir des vrais outils. Pardon, mais la loi narcotrafic, si j'avais pas été là, elle ne se serait pas faite. C'est moi qui... Attendez. C'est moi qui l'ai initié quand j'étais président de groupe au Sénat. C'est moi qui, sur mon droit de tirage, comme chaque groupe parlementaire a un droit de tirage, ai lancé une commission d'enquête. Des conclusions ont servi justement de ce texte-là. C'est sans doute le seul texte important qui va être voté sur cette mandature, en tout cas sur cette année législative. Première chose, on a des résultats sur le narcotrafic, plus 200% de saisie de cocaïne. Sur la régularisation des étrangers en situation irrégulière, moins 20%. Sur les expulsions ministérielles, préfectorales, plus 152%. Vous avez raison, il y a des dégénérés, il y a des dingues. Et vous ne placerez jamais un policier, un gendarme, derrière chaque dingue ou chaque criminel. C'est pas possible. Et on ne peut pas, moi, me demander d'effacer, vous voyez, des décennies de laxisme. Mais j'ai une parole claire. Et la politique, je vais vous dire, monsieur, c'est de commencer avec des paroles claires qui établissent des constats. Et quand je dis que il faut qu'on vive dans une autre société, qu'on a consciemment les idées 68ardes, on détruit
la notion de hiérarchie, d'autorité. Et on a aujourd'hui des jeunes qui ont grandi, qui étaient fragiles, dans des cadres d'instabilité. Et on les a déstabilisés. Voilà la réalité. Les vraies causes, elles sont là. C'est pas un ministre de l'Intérieur en quelques mois qui pourra y remédier. Et moi, je dis les choses clairement. J'applique des politiques. Et croyez-moi, on commence déjà à voir... à quel moment on pourra faire votre bilan alors? J'ai déjà fait un bilan au bout de 6 mois. Les chiffres sont là. Simplement, il faut du temps. Il faut du temps. Et entre nous, franchement, je suis dans une situation politique qui est terrible, puisque et je me suis engagé avec notre famille de la droite au gouvernement pour faire barrage à la gauche. La gauche mélenchonisée à l'époque. Parce que si la droite française avait dit non au président de la République, c'est la gauche mélenchonisée qui aurait le pouvoir. Pas question. Parce que je pense que ça aurait abîmé la France. Alors, eh bien, aujourd'hui, on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on a des limites. Oui, bien sûr que j'ai des limites. J'aurais adoré, moi, être dans un gouvernement. LR. Avec les pouvoirs. Mais même pas. Compliqué. Mais avec une majorité à l'Assemblée nationale, bien sûr. Bien sûr. Avant d'écouter Barbara, Charles Consigny. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il n'y a pas certains sujets sur lesquels, malheureusement, même le ministre de l'Intérieur, avec ou sans majorité, n'a pas les cartes en main? Je pense au sujet des OQTF. Est-ce que on n'est pas là face à un problème qui paraît complètement insoluble, avec des pays d'émigration qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants et une diplomatie française qui peine à les convaincre? On a vu ce qui s'est passé avec l'Algérie, où en plus, bon, il y a eu certaines dissonances gouvernementales. On sait que ça n'est pas le seul pays qui refuse de prendre ses ressortissants. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on est condamné à l'impuissance ou est-ce qu'il y a un moyen de contraindre ces pays à Justement, reprendre leur Charles, citoyens? puisque tu parles des OQTF, ça tombe bien, on va le faire maintenant. On va écouter une question de quelqu'un que vous connaissez bien, Laurent Wauquiez, qui était à votre place hier, et on lui a demandé quelle question vous pourriez poser à votre Et moi, adversaire. vous n'allez pas me demander la Bruno question que je Retailleau. pourrais lui poser, non? Non, mais vous allez lui répondre. On écoute Laurent Wauquiez. Quelle question poseriez-vous à Bruno Retailleau? Comment est-ce qu'on fait changer les choses sur les OQTF? Parce qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, il y a rien Je qui bouge. savais pas que c'était la même question. Il n'y a rien qui bouge, dit Laurent Wauquiez. Publicité, vous avez Pas vu du entre tout. Charles Consigny Oui. et Laurent Wauquiez. Complicité d'esprit. Alors rien ne bouge, dit Laurent Wauquiez. La riposte graduée. On fait C'était trois la stratégie. choses. Non, il y a deux choses. Il y a Oui. l'Algérie et puis les OQTF. Mais bon, on fait trois choses. C'est ce que je suis en train de faire. Un, on fait des accords internationaux pour pouvoir renvoyer dans des pays tiers où des individus en situation irrégulière ont transité. On a fait par exemple avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. On peut pas renvoyer directement par exemple en Afghanistan. Et ça permet d'avoir justement des pays où on peut éloigner avec des retours forcés. Première chose. Deuxième chose, le problème des éloignements, c'est un problème de la directive européenne, la fameuse directive retour de 2008. Tous les gouvernements ont essayé de la changer, aucun n'y a réussi. Nous allons réussir. Depuis le 11 mars dernier, l'Europe a mis sur la table une nouvelle législation pour changer la directive retour. Pourquoi elle est terrible, la directive retour, que j'appelle la directive anti-retour? Parce qu'elle donne le choix aux clandestins de partir ou de rester dans un délai volontaire. Vous vous rendez compte? Vous m'avez bien entendu. Bon, donc là, on va pouvoir faciliter les retours forcés. Et ensuite, troisième élément, on essaie, là encore, de faire en sorte que, par exemple, le Maroc, on a doublé les retours. Voilà. Oui, ça se passe bien avec le Maroc, c'est très compliqué avec les Algériens. Mais Or, c'est pour ça... majoritairement, les OQTF sont algériens. Alors, C'est parce que ça se passe bien avec le Maroc que c'est compliqué avec l'Algérie. Mais c'est parce que je pense qu'il faut un rapport de force. Il y a aujourd'hui, ce qu'on discute avec l'Europe, 3 leviers qui sont 3 pressions. Un, les visas. Moi, je pense que pour des pays qui nous donnent pas les sésames, qui sont les laissez-passer consulaires, qui permettent d'accepter les OQTF dans le pays d'origine, je pense qu'il faut sévir avec moins de visas, notamment sur les nomenclaturas, notamment sur les diplomates, etc. Deuxièmement, sur les accords commerciaux. L'Europe est en train de négocier un accord commercial important avec l'Algérie, mais en général, sur les droits de douane, par exemple, eh bien, un pays qui ne joue pas le jeu, on doit augmenter, on doit être plus sévère là-dessus. Et enfin, sur un certain nombre d'autres points qui sont importants, on doit pouvoir Emmanuel Macron engager... est d'accord avec ça? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas sur votre Oui, ligne. sauf qu'aujourd'hui, Pardon, les non 27 pays européens, mes 27 collègues ministres de l'Intérieur,
sont d'accord pour qu'on installe ce rapport de force en matière de visa et en matière notamment de droits de douane. Barbara Lefebvre. Alors justement, dans ce contexte-là, on ne s'éloigne pas vraiment. Vous venez de proposer la dissolution de 2 groupuscules. Moi, je dirais qu'on a affaire ici à effectivement l'alliance islamo-fasciste, puisque d'un côté, on a la Jeune Garde, qui est une milice d'extrême gauche, mais qui, comme le disait Pasolini, le fascisme reviendra sous la forme de l'antifascisme. Donc, le mouvement de Monsieur Raphaël Arnaud, qui est un mouvement... qui est un député LFI aujourd'hui. Député LFI... agitateur extrêmement... Qui avait été fiché S d'ailleurs. Fiché S, qui est dans l'attente de son procès, de son procès en appel pour coups et blessures, puisqu'il a déjà été condamné en première instance et il attend son appel. Et de l'autre côté, Urgence Palestine, dirigée par un certain Omar Asloumi, qui a agressé physiquement, puisqu'il a lancé des bouteilles en verre sur un groupe de femmes qui manifestaient pendant la manifestation pour le droit des femmes, qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris et qui soutient le Hamas contre l'autorité palestinienne. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui, jour de 1er mai, que ces 2 groupuscules extrêmement agitateurs des manifestations depuis longtemps et depuis même avant le 7 octobre, parce qu'on les retrouve toujours, ces gens-là, est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, puisqu'ils vous ciblent particulièrement, qu'ils viennent sérieusement perturber les manifestations du 1er mai? Bien sûr, c'est une crainte, mais il ne faut pas céder à la crainte. Il est hors de question de céder devant ces individus. Je suis... Et j'assume parfaitement la décision de cette dissolution de ces groupes, parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'il y a eu de la discrimination, des actes antisémites en matière, par exemple, sur Urgence Palestine. Là encore, apologie pour le terrorisme, pour Urgence Palestine. Je sais, c'est un souci, j'en ai parlé à plusieurs reprises depuis le début de la semaine avec le préfet de police, et on a mobilisé nos forces de l'ordre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une conjonction, une sorte de convergence de lutte entre des Black Blocs et ces individus. On a mis en place un certain nombre de dispositions dès hier et aujourd'hui dans la profondeur. Il va y avoir des fouilles. Dès hier soir, on a repéré parce qu'on sait parfaitement que ces individus sont capables de cacher entre le parcours Italie et nation, des objets qui peuvent être des vraies armes par destination. Donc on est très mobilisés, je fais confiance dans le préfet de police, il a une pratique, il a une habitude, il a un savoir-faire, et dans nos forces de police pour intervenir au moindre problème. Et vous irez au bout de ces procédures de dissolution? Je peux vous dire qu'elles sont enclenchées. On a des règles de droit. Donc l'enclenchement, c'est le 30 où j'ai signifié le commencement de la procédure contradictoire, c'est normal. Il y a une procédure contradictoire, l'avocat qui est près de moi le sait parfaitement. Ça va durer à peu près 2 semaines et ils y répondront. Et si les réponses ne sont pas satisfaisantes, bien entendu, on dissoudra. Bruno Retailleau est face aux grandes gueules. On se retrouve dans un instant sur RMC et RMC Story. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec aujourd'hui face au GG Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, mais aussi candidat à la présidence des LR. C'est dans 3 semaines le vote face au GG, et dans les GG, Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Charles Consigny. Avant de vous redonner la parole, mes chers grandes gueules, vous avez fait des petites confidences à nos confrères du Point. Ah bon? Et oui, je vous l'apprends, maintenant vous devez le savoir. Et vous dites, je veux faire ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007. Vous pouvez nous expliquer, parce qu'effectivement, en 2007, Nicolas Sarkozy, avant, est ministre de l'Intérieur, il prend le parti, et ensuite, il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, c'est le chemin tracé pour vous? J'ai pas voulu parler de 2027, c'est-à-dire des présidentielles. J'ai simplement voulu parler, on me posait la question, qui était la question suivante. Est-ce que vous êtes pour l'union des droites? J'ai dit, je n'y crois pas. Je ne crois pas au tambour d'appareil. En revanche, je crois à ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007, c'est faire revenir des électeurs qui étaient partis, qu'on a déçus, que la droite a déçus, parce que la droite au Front National à l'époque, parti au RN, d'autres qui depuis ont voté Éric Zemmour, et d'autres qui depuis ont voté parce qu'ils nous estimaient pas suffisamment, par exemple, libéraux, Emmanuel Macron. Bien, moi, je pense qu'avec une ligne claire, d'une droite qui s'assume, enfin, sur des idées précises qui vont concerner l'école, qui vont concerner le travail, qui vont concerner l'autorité, on peut faire revenir à nous des Français qui hier ont été déçus, finalement, par notre faiblesse, par nos reculs.
Voilà. Et ça, j'y crois vraiment fortement. Je crois absolument pas, d'ailleurs, à l'union des droites. Marine Le Pen, d'ailleurs, ne le souhaite pas. Elle-même ne se dit pas à droite, du reste. Et d'ailleurs, sur le travail, on l'avait vu quand moi, j'avais fait voter les 15 heures de contrepartie au RSA au Sénat. Ils avaient refusé, elle n'avait pas voté avec son groupe ces 15 heures d'activité. Parce que pour moi, une allocation, c'est pas un dû. Et quand on veut mettre le pied à l'étrier de quelqu'un, bah, vaut mieux l'encourager à s'insérer professionnellement. C'est mieux, ça, c'est un respect qu'on lui montre. Elle n'avait pas voté. En revanche, je crois à la possibilité de convaincre des Françaises et des Français qui nous ont quittés, ou même d'ailleurs qui se sont abstenus, parce que le premier parti, on en parlait tout à l'heure avec Bruno Poncet, c'est que le premier grand parti de France, c'est les abstentionnistes. D'accord, c'est mais ceux qui ne votent plus. Il y a beaucoup d'électeurs de droite qui n'aiment pas Emmanuel Macron et qui se disent Bruno Retailleau, en ce moment, il gouverne avec les macronistes. Et il s'est macronisé en quelque sorte, ou berrouisé. Alors il a beau nous faire croire que de l'intérieur, il fait avancer des choses, mais plus il restera avec eux, plus il sera comptable de leur bilan. Moi, nous avons décidé collectivement de participer au gouvernement pour faire barrage à la gauche. C'est ce que je viens de vous dire au mois de septembre dernier. Ensuite, quand on a cette filiation gaulliste, et c'est important pour moi, quand on voit que la France, elle est au bord du gouffre, on se planque pas, on se met pas sous la table, on ne fuit pas ses responsabilités. On a des contraintes. Mais je vais vous dire... Mais Laurent Wauquiez et il l'a dit hier, vous êtes empêché finalement d'agir. Ah mais je préférerais tellement avoir une Assemblée nationale avec une majorité. Il vous a pas échappé que LR n'a gagné ni la présidentielle, ni les législatives. Mais je vais au-delà. Qu'est-ce que pensent les hommes et les femmes de droite depuis 6 mois de voir une droite qui, dans l'action, assume ses convictions? Ils ont ratifié notre choix. On a eu une demi-douzaine d'élections législatives, municipales, partielles. On est le seul parti, alors qu'on allait mal, hein. On était des morts-vivants il y a plus de 6 mois. Le seul parti à avoir autant progressé. Je soutenais l'autre jour en Jura Marie-Christine Dalloz. Elle a fait 10 points de plus qu'il y a 1 an, lorsque, après la dissolution, il y a eu des législatives. Et le RN, au second tour, a fait 10 points de moins. Pareil, Christelle Niasme, dans le département du Val-de-Marne, qui était le dernier département de France dirigé par des communistes, dans une des villes les plus pauvres de ce département. Tout le monde donnait gagnant. Boyard. Exactement. Le Boyard. Tout le monde donnait gagnant. Ouais. Et c'est Christelle Niasme qui a créé la Donc grâce à vous, la droite est de retour. Je veux dire, pas dire grâce à moi. La droite est de retour. Oui. Je le pense sincèrement parce que mais on qu'est-ce est que dans vous dites l'action. alors à Laurent Wauquiez qui ne cesse finalement de vous accuser d'être empêché, de ne pas pouvoir aller au bout de vos convictions et que lui, il est finalement le garant que la droite peut appliquer son programme. Mais Laurent a participé à ce choix collectif d'entrer au gouvernement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais président du groupe au Sénat, lui à l'Assemblée nationale, avec Gérard Larcher et d'autres. On l'a assumé. Simplement, les Français de droite veulent une droite qui soit dans l'action, qui soit utile, qui mette la main dans le cambouis, dans une situation, bien sûr, qui n'est pas idéale. Mais on aime notre pays ou on préfère notre parti? Moi, je préférerais toujours mon pays. Moi, je suis un patriote. Vous voulez les deux? Vous voulez servir le pays et avoir le parti. D'abord la France. Oui, mais cette double casquette, pareil, est-ce que ça va pas vous empêcher, si vous êtes élu président des LR, est-ce que vous pourrez être véritablement en ministre de l'Intérieur, 100% en ministre de l'Intérieur? Vous voulez? D'abord oui. C'est ce que Nicolas Sarkozy a été. C'est ce que Giorgia Meloni, elle est d'ailleurs Premier ministre, on dit président du Conseil italien, elle dirige et préside son parti qui s'appelle Fratelli d'Italia. Bien sûr qu'on peut le faire. Moi, j'assume d'être un ministre politique. Je suis pas un ministre techno. Moi, l'action que je mène, elle est au service d'un idéal, de conviction. C'est en cela que je suis un ministre politique. Quand je serai, et si je le deviens, je l'espère, si je gagne les élections, ça me donnera encore plus de poids au gouvernement. Et si un jour, je sentais que mes convictions étaient entravées, ou que je ne pouvais plus être utile, je quitterais, bien sûr. Vous pourriez démissionner. Évidemment. Il y a quelque chose qui a quand même beaucoup frappé, je pense, les électeurs et les sympathisants de droite ces dernières années, c'est l'absence totale d'effort de ce vieux parti pour se moderniser. C'est-à-dire que du logo aux têtes de liste aux élections, aux investitures, aux discours, aux meetings, on avait l'impression qu'il manquait clairement dans ce parti quelqu'un qui ait conscience qu'on est en 2025 et que maintenant beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, que la com ça compte, que le renouvellement des générations ça compte, etc., etc. Qu'est-ce que vous auriez
peut-être vous voulez pas tout dire, mais qu'est-ce que vous avez sur le métier pour moderniser ce parti? J'ai écrit il y a 5 ans un livre qui s'appelait Refondation. J'ai toujours considéré que une des grandes faiblesses de la droite, c'était le culte du chef. Chez nous, à droite, malheureusement, on n'habite pas, on est très proche, on est pragmatique de la réalité, on n'habite pas le ciel des idées. La gauche est plus familière, finalement, avec les idées. Mais nous, à droite, il nous suffit de trouver un chef pour arrêter de réfléchir. Bien, moi, je pense que ça n'est pas cela. Et c'est pour ça que je ne veux pas que l'obsession présidentielle nous précipite trop tôt dans cette bagarre. Je pense que la France d'aujourd'hui, c'est pas la France d'hier. Le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde d'hier. Donc, il va falloir créer un parti moderne, patriote, populaire, avec des nouvelles idées. On a trop souvent radoté les mêmes idées. Donnez-moi une seule idée que la droite ait inventée ces dernières années. Aucune. Moi, ce que je veux, et ça, par contre, ça me motive. Ah, ça me passionne. Et vous aurez le temps de réfléchir à tout ça en étant mis à l'intérieur. Je pense que le débat d'idées, il est fondamental. J'ai toujours pensé que la politique, c'était d'abord un combat culturel. Une approche gramscienne, c'est-à-dire que il faut d'abord gagner dans les esprits avant de gagner dans les urnes. Eh bien, vraiment, je vais consacrer, si demain je suis président de LR, toute ma force, toute mon énergie à inventer de nouvelles idées pour proposer aux Français un nouvel horizon. Est-ce que vous gardez le même projet Je souhaite, moi, en changer. Mais pour l'instant, la marque est fatiguée. C'est un publicitaire vous dirait il faut changer le. Mais vous changez tout le temps. Là, il vous dirait la marque est morte. Les LR. Oui, mais regarde Renaissance. chose. Mais je pense qu'il faut changer tout le temps. C'est plus que ça. Du sol au plafond. Pardon. Ah oui, il faut tout changer. Mais vous avez une idée de nom. Un Ripoll. Vous avez une idée d'un nouveau nom? J'en avais eu, je le dirai pas. Non, mais je garde ça pour moi. Il fera que les militants parce que moi, je veux. Mais vous changerez le nom du parti. La première chose, si on veut avoir un grand parti, il faut que ce soit un parti démocratique. Et moi, je veux rendre le parti aux adhérents. Il a été confisqué par quelques élus chapeau à plumes parisiens. Donc moi, je veux que sur les grandes décisions, on fasse des référendums. Parce que je suis pour le référendum au niveau national. Ouais. Je pense que si on ne bouscule pas un petit peu, y compris la Constitution, l'article 10, oui, et on va pas devant, c'est pareil. Oui, mais pardon, mais je vois que les partis qui fonctionnent, c'est les partis où il y a peut-être pas beaucoup de démocratie. Je pense à la France Insoumise. Il y a un chef, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah ça, il nous donne des leçons de démocratie. Et Marine Le Pen, il y a une chef. Et oui, mais enfin bon, la France Insoumise, le RN, ça fonctionne mieux ces dernières années que LR ou le Parti Socialiste. Oui, mais LR pour l'instant n'est pas démocratique. Mais LR, voilà, c'est ni l'un ni l'autre. Oui, mais c'est aussi quand la droite a été incarnée par un leader, par un chef, qu'elle a pu gagner également. Et si François Fillon a fait 22%, que depuis, il n'y a plus personne qui a réussi à faire la moitié du tiers du quart du score de Fillon, c'est parce qu'il d'abord il avait été choisi en interne, mais ensuite il incarnait quelque chose, il avait été Premier ministre, il incarnait quelque chose. Non mais je comprends que vous vouliez pas être un leader au sens chapeau à plumes, certes. Et je comprends que vous vouliez avancer des nouvelles idées, mais il ne faut pas non plus donner l'impression que vous allez tout révolutionner en 1 an et demi. Les Français de droite, ils sont fidèles aussi à des idées de droite qui sont pas forcément des idées hyper modernes de 2025 TikTok. Il y a des idées de bon sens, d'autorité notamment. On n'a pas besoin de se coller à TikTok pour être moderne non plus. Vous le dites à moi. Oui, je sais. Non, mais je le dis plutôt à Charles Consigny, parce que Charles Consigny est trop sur TikTok. Quand j'ai pris mes fonctions au ministère de l'Intérieur, il y a un média qui a fait une sorte de best-of de mes déclarations depuis une trentaine d'années. Oui. Elle a la conclusion de ce média dit mais c'est bizarre parce que il dit toujours la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des lignes, il y a des convictions qui ne changent pas. En revanche, la façon aujourd'hui, par exemple, de mieux valoriser le travail, ça, par rapport à l'état de fiscalité, de dépenses publiques, ça, il y a des choses à faire. D'accord, mais sur le régalien, on n'a pas besoin d'inventer des nouvelles choses. Et enfin, François Fillon, il reste un ami et j'ai été jusqu'au bout de la campagne avec lui. Si nous avions fait 20% dans les conditions épouvantables que nous avons connues en 2017, c'est parce qu'il a porté un projet très puissant, qui était une vraie rupture. Et moi, je pense que si on n'est pas capable de faire de rupture, il faut rester chez soi. Et si je me suis engagé, croyez-moi, avec les coups que je reçois quotidiennement, c'est bien aussi pour assumer une rupture. Question concrète, si finalement le gouvernement décide d'augmenter des impôts ou des taxes, on parle du retour de la taxe d'habitation, on parle d'une niche fiscale des retraités qui pourrait être supprimée ou rabotée, vous restez au sein de ce gouvernement? Non mais il ne le fera pas, il ne pourra pas le faire. Je vous annonce aujourd'hui, par exemple, sur les retraités, qu'il n'y aura pas la majorité. Les choses doivent être très très claires. Quand on a le record du monde, d'Europe, de la dépense publique, il est hors de question de faire la poche français tant que l'État ne se sera pas serré la ceinture.
Donc pas de retour de la taxe d'habitation, Et parce il y que a François du mou. Rebsamen persiste et signe, le ministre ministre de l'aménagement des territoires dit ça serait bien cette contribution modeste, c'est comme ça qu'il l'appelle, pour qu'il y ait ce lien entre les locataires et le lieu où ils habitent. Si l'impôt, franchement, était la solution contre l'endettement, ça se saurait, et on serait même le pays le plus désendetté du monde. On serait, on serait dans un État, on ferait des, exactement. On est le pays le plus fiscalisé. Pas d'impôt supplémentaire. Bien sûr, on a Retailleau, même inventé l'impôt sur l'impôt. C'est-à-dire que les Français qui sont en train de faire les déclarations sur le revenu vont payer sur le revenu et sur la CSG. C'est-à-dire que c'est l'impôt sur l'impôt. Ah, on est fortiche en France. Non, ça c'est stop, c'est terminé. J'ai une question au ministre de l'Intérieur par rapport au 1er mai. Dans les interpellations qui ont été faites avec rapidité quand même contre les narcos qui ont été qui sont soupçonnés d'avoir fait les attaques de prison. Oui. Il y a eu une participation active de la BRI. 9 unités sur 17 ont participé à ces interpellations très périlleuses. Où en êtes-vous de vos discussions avec la BRI pour leur indemnité de mission exclusive? Ces agents d'élite demandent une prime spécifique pour leur mission. On est en négociation. Et ils mènent une grève du zèle. Ils mènent une grève du zèle. Très franchement, alors là, je voudrais, merci pour cette question. Je dis souvent, et je voudrais prendre à témoin les Français qui nous écoutent et qui nous regardent. Dans le ministère de l'Intérieur, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une part ténébreuse et une part lumineuse. La part ténébreuse, c'est mon portable. À chaque instant de la journée, de la nuit, je reçois ce que j'appelle la chronique banale des événements abominables. Ça, c'est la part ténébreuse. Et la part lumineuse, ce sont les hommes et les femmes qui servent ce ministère. Ils sont policiers, ils sont gendarmes, ils sont sapeurs-pompiers, ils sont préfets. Ce sont des gens qui n'ont pas toujours des gros salaires, qui se sont engagés parce qu'ils avaient foi dans leur pays. Ils ont un idéal français, qui servent, ils ont des familles. Le matin, ils partent, ils savent pas s'ils reviendront. Vous savez, les policiers, les gendarmes qui vont assurer la sécurité pour que, à juste titre, des travailleurs, des travailleuses puissent défiler en toute tranquillité, c'est eux qui vont être en première ligne. Et je veux leur rendre hommage. Alors, les agents de la BRI, on est en train de Est-ce que vous leur donnez cette prime aux agents de la BRI? Non, mais c'est pas là que je veux. Non, là, attendez, une négociation syndicale, pardon, mais une négociation syndicale, c'est un mouvement qui suit. Vous reconnaissez qu'il la mérite. Ça ne se conduit pas. Est-ce qu'il la mérite? Sur un studio, il mérite plein de choses. Mais cette prime, il la mérite. Mais c'est pas, ça n'est pas ici, pardon. C'est pas ma conception. Parce qu'ils nous écoutent. Vous savez qu'ils nous écoutent. Bien sûr. Beaucoup les grandes gueules. Olivier Truchot. Donc donnez-leur une bonne nouvelle. On est le 1er mai. Olivier Truchot. Non, attendez. Moi, le cirque médiatique. Ferme. Non, le cirque médiatique. Les très primes, bien. c'est non. C'est pas cirque médiatique. C'est pas là que les négociations se passent. Moi, je voulais juste vous dire quelque chose. Alors, dernière question de Bruno Poncet. Je vous entendais, alors, sur l'homme providentiel, vous avez quand même cité De Gaulle, donc ça veut dire quand même, c'est quand même bien marqué en vous. Ça, oui. Mais il y a un vrai sujet, c'est, regardez. De Gaulle, j'accepte. Là, vous venez de nous faire l'exemple, en fait, c'est que aujourd'hui, vous faites partie d'un gouvernement où les Français ne se reconnaissent pas dedans parce que vous avez une position. Rebsamen en a une autre, Bayrou en a une autre. Les termes, vous n'êtes pas d'accord sur rien. Et là, aujourd'hui, là, vous venez de parler de là pendant 20 minutes, vous avez parlé aux 115 000 votants. On a bien entendu, c'est pas un problème. Pas que, je pense. Ouais, mais un petit peu quand même, parce que vous avez des électeurs de droite tout le temps. Mais là, le vrai sujet, c'est les Français. Les Français, comment ils peuvent comprendre que leur avenir va peut-être être un peu mieux, meilleur, avec un gouvernement, il n'y en a pas un qui parle la même voix. Bruno Poncet, j'ai eu une surprise, plutôt une belle surprise. Quand je suis rentré, je me souviens, c'était le 23 septembre, c'était un lundi, il faisait beau comme aujourd'hui, et c'était la passation de pouvoir entre mon prédécesseur, Gérald Darmanin, et moi. Et je rentre dans la cour de Beauvau, qui est très solennelle. Et je me dis, mais tu rentres dans une galère, il n'y a pas la majorité. Et c'est vrai, tu vas rentrer dans un conseil des ministres que je vois chaque semaine, avec des gens qui n'ont pas le même parcours, et qui ne pensent pas, sur tous les sujets, la même chose que moi. Et je me suis dit, je vais prendre les Français à témoin. Et voyez, très franchement, j'ai pas fait de l'eau tiède. J'ai mis sur la table, sur l'immigration, sur l'autorité, sur la sécurité, des sujets clivants. Ma grande surprise, c'est pas que la droite, à chaque fois, à chaque enquête d'opinion, soutienne à 75 ou 80%. C'est que désormais, sur les sujets d'autorité, il y a plus de la moitié des électeurs de gauche, vous m'entendez bien, qui soutiennent. Et quand je suis allé au Congrès des maires, là encore, au mois de novembre, pendant une journée, j'ai vu des maires qui venaient vers moi et me disaient, écoutez, monsieur Retailleau, on n'est pas de la même crèmerie, moi je suis à gauche, mais franchement, continuez ce que vous faites. Surtout si ça m'a rassuré et je pense que demain, vous avez raison. Moi, il faut d'abord que je rassemble ma famille politique. Et après, il fera rassembler les Français. Mais je pense qu'on peut les rassembler sur des idées simples. Une école méritocratique. Aujourd'hui, l'école française, vous savez, c'est de tous les pays d'Europe, l'école où la réussite
La réussite des élèves dépend le plus du niveau social des parents. Bien sûr. Barbara Lefray le sait sûr. parfaitement. Mais ça, c'est des évidences qu'on peut relever et qui attireront à nous sur ces idées fortes beaucoup de Français. Sur le travail, c'est la même chose. Il y a trop de charges sociales. C'est terminé, mais il y a une dernière question parce que c'est l'actualité Demain. aussi. Vous faites partie d'un gouvernement dont le chef veut la proportionnelle. François Bayrou veut la proportionnelle. Vous êtes contre, vous, la proportionnelle? Oui, je suis contre. Bon, bah alors, D'accord. qu'est-ce que vous allez faire? Encore un sujet. Ah ben, je suis contre. Ben, c'est pareil. Pour l'instant, on est au début d'un dialogue, donc Oui. on n'est pas passé. Je voulais dire pourquoi je suis contre quand même. Mais C'est si que finalement aujourd'hui, elle je passe la vois bien proportionnelle. qu'on a le bazar avec l'Assemblée nationale qui n'a pas de majorité. Faire la proportionnelle, je vais vous dire, c'est installer le bazar, c'est installer le désordre. D'accord, mais longtemps. si finalement il arrive à la faire passer, Et vous aujourd'hui, restez dans le gouvernement? vous savez qui est gagnant sur la proportionnelle aujourd'hui des 3 blocs? ERN. Voilà. D'accord. Mais vous restez dans le gouvernement si elle passe à proportionnelle? J'espère qu'elle ne passera pas. C'est un espoir. Mais... Ah, c'est pas qu'un espoir. Vous savez, ça va être compliqué parce que rentrer dans le détail, parce qu'il y a plusieurs proportionnelles. Oui. Il y a une vraie proportionnelle. Et les Français, ils sont favorables. Hein. Oui, mais si Et ça se pour trouve, les c'est pour interroger. mettre Et il y sur a- une vidéo. oui, alors. oui, Les Français ont d'autres Français, préoccupations que oui. la proportionnelle. Ah, je veux dire, les interroge, ils sont favorables. J'ai toujours été élu, et notamment, Au Sénat, il y a un peu de proportionnel. il y a un peu de proportionnel. Bah oui. Vous avez raison. Mais moi, je me suis présenté toujours sur mon nom. Le problème de la proportionnelle, c'est la toute-puissance des partis aussi. Et vous coupez le lien entre vraiment le terrain et l'élu. Georges Mandel avait dit un jour que la proportionnelle, en fait, c'était la chance pour les battus d'être élus. Merci Bruno Retailleau d'être venu sur RMC et sur RMC. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.